On va avoir un présentateur tout à fait extraordinaire avec nous aujourd'hui. C'est lui qui a brisé la glace l'année passée. Alors, on ne pouvait pas demander à une autre personne que lui de rebriser la glace. Il avait trop bien fait ça l'année dernière. Alors, je me présente avant de lui céder la parole. Je suis docteur Dominique Dufour. Je suis chiropraticienne depuis 40 ans dans la grande région de Québec. Je suis l'organisatrice et je serai votre animatrice aussi pour le sommet tout au long de ces 6 jours qui s'en viennent. Alors, notre prochain présentateur, il est cofondateur de B2 Golf ici à Québec. C'est un professionnel de golf de la PGA Canada. Et écoutez, il va nous parler aujourd'hui de faire plus de birdie. Alors, je pense que déjà, ça commence la semaine en Lyon. Alors, je lui cède la parole dans 1 minute. Et juste pour vous dire que je pense que Priscilla a fermé les micros, évidemment, pour avoir tout le plaisir d'entendre avec beaucoup d'attention notre présentateur qui s'en vient. Et par contre, vous avez le chat pour pouvoir poser vos questions. Alors, n'hésitez pas. Et Priscilla sera là pour, évidemment, faire ça quand même assez interactif avec Pierre-Luc sur sa demande pour pouvoir vous poser des questions et qu'il puisse répondre au fur et à mesure de la présentation. Donc, Pierre-Luc Bergeron, cofondateur de B2 Golf et qui va nous parler de faire plus de birdie. Alors, Pierre-Luc, à toi la parole. Oui, bonjour tout le monde. On m'entend bien? Tout à fait. On m'entend bien, mais on ne me voit pas, effectivement. Non, on ne te voit pas. Effectivement, au coup de 12h30, le courant est complètement parti d'ici. Donc, il faut savoir s'adapter. Donc, là, je suis dans l'obscurité. Je suis chez B2 Golf présentement. Puis je suis dans l'obscurité avec un peu la lumière de mon ordinateur et de mon cellulaire. Donc, on va espérer que ça reprenne rapidement, là, mais c'est ça. Je suis dans la pleine obscurité. Mais c'est ça. Je pense que les gens sont venus chercher du contenu, des éléments naturellement plus théoriques. J'aurais pu faire des démonstrations, mais on va souhaiter que le courant reprenne pour que je puisse démontrer tout ça. Là. Je m'étais mis des belles notes devant moi, donc là, je vois plus rien. Donc, on va s'adapter. On va s'adapter. Ce que je peux suggérer, Pierre-Luc, oui. ce que je peux déjà je me suis de te couper, ce qu'on pourra faire éventuellement si malheureusement la noirceur persistait, on pourra se faire une présentation qu'on enregistrera où tu pourras résumer tes choses, puis à ce moment-là, on pourra le remettre, que les participants ne s'inquiètent pas. On s'adaptera pour leur remettre un contenu où tu es en pleine lumière. Effectivement. Faut s'adapter, mais à 12h29, il faisait clair, puis là, ça a parti soudainement. Quand tu as lancé le sommet, je sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais tu as lancé le sommet, puis la lumière est disparue. Mais c'est jour de tempête, donc c'est possiblement à cause de ça. Là. Donc, premièrement, merci Dominique d'organiser tout ça encore une deuxième année. C'est vraiment très le fun, très dynamique. Et puis, avec les autres conférenciers, je pense qu'on est là pour aider les gens là, à s'améliorer, à prendre plus de connaissances sur le golf, un domaine qui nous passionne tous. Donc, puis comme j'aimais bien ton courriel qui disait que ceux qui n'étaient pas golfeurs allaient peut-être attraper la piqûre de ce sport-là, parce qu'effectivement, c'est un sport qui est tellement passionnant. Une fois qu'on y goûte, on connaît tout, ou on se rend compte de toute l'ampleur de ce que c'est. C'est pas un jeu si facile que ça. Et c'est ça, parsemé d'embûches et d'erreurs et tout ça. Donc, c'est pour ça que, comme pro de golf, on essaie là d'aider le plus de gens possible à démystifier un peu toute la technique et puis le jeu sur le parcours aussi. Donc, merci à toi, Dominique. Merci Priscilla aussi qui est là pour soutien technique, là, pour c'est ça, régler les petits problèmes qu'il y aura au cours de la semaine. Et puis, je salue les autres conférenciers qui vont être là tout au long de la semaine. Je pense que vous allez être entre bonnes mains. Et oui, je casse la glace aujourd'hui. Donc, je me présente. Je suis Pierre-Luc Bergeron. Je suis un passionné de golf, un professionnel de golf depuis une vingtaine d'années et plus. Seul sport que j'ai toujours pratiqué quelques autres activités, mais rien en aussi intensivement que le golf. On a commencé, ma famille et moi, il y a longtemps. J'ai commencé assez jeune, là, vers les 7-8 ans de ce que je me souviens. Donc, on a la chance quand même d'avoir acquis un mouvement qui est un peu inné, donc moins besoin de réfléchir. Donc, tous ceux qui viennent s'entraîner ici à l'intérieur chez B2 Golf ou qui essaient d'améliorer leur golf
ont toute mon admiration parce que ça demande énormément d'efforts pour améliorer son swing de golf et son jeu. Et donc, c'est ce qu'on demande à tous les gens de persévérer pour continuer à s'améliorer. Donc, je suis membre de la PGA du Canada depuis 99. Donc, quand même, passablement d'expérience dans le golf. J'ai fait différents emplois dans l'équipe de golf, dont ici à Lévis, dans la région de Montréal aussi. Et depuis 2011, avec mon associé Maxime Beaulieu, on a fondé B2 Golf, qui est une entreprise spécialisée dans le domaine du golf, avec des professionnels et des spécialistes là, qui sont autour de nous. Et depuis 2015, là, on est 100% localisé sur la rue Bouvier, donc dans notre local de 8000 pieds carrés, où on fait de l'entraînement physique, de l'entraînement technique. On fait aussi du fitting de bâton, la réparation, on a un simulateur. Les gens viennent s'entraîner durant l'hiver et même à l'année. Donc, c'est vraiment un endroit qui est rempli de spécialistes et qui comble, je pense, tous les besoins des golfeurs. Et je me spécialise dans l'enseignement depuis quand même de nombreuses années. C'est de comprendre l'élan de golf, essayer de l'enseigner aussi à plus de gens possible, tant à des jeunes il y a quelques années dans les sports-études, mais depuis quelques années un peu plus intensivement auprès d'adultes et surtout des gens qui commencent aussi le golf. Suite à nos expériences d'enseignement, c'est sûr qu'on se rend compte que le golf est un sport difficile. Les gens ont beaucoup d'embûches. Les gens, des fois, décrochent du golf parce qu'ils se disent, bah, c'est pas un sport pour moi, c'est même trop difficile. Si on compare ça, par exemple, faire du vélo ou faire de la marche, c'est sûr que le golf a des complexités beaucoup plus grandes que d'autres sports. Donc, ça amène les gens à avoir beaucoup de frustration sur le terrain en jouant. Les gens aiment moins ça, les pratiquer et souvent décrochent. Donc, on se rendait compte de ça, nous, puis moi-même dans mon enseignement, que les gens reviennent pour les mêmes problèmes, puis ils sentent pas qu'ils s'améliorent nécessairement. Donc, on a fait un peu le constat, Max et moi, il y a quelques années, 6-7 ans à peu près, puis on s'est dit, ben, le golf devrait être un petit peu plus plaisant, ça devrait être plus le fun à jouer. Puis qu'est-ce qui est le fun pour nous, les golfeurs? Ben, c'est de faire des birdies. Donc, on a parti un peu à cette philosophie-là qui s'annexait à notre entreprise B2 Golf. Donc, on a appelé More Birdies. Donc, faire plus de birdies. Ça semble des fois inaccessible pour plusieurs. D'autres fois, il y en a des très bons joueurs qui font beaucoup de birdies. Mais l'idée, c'est pas le résultat de combien de birdies tu as fait dans ta journée ou dans ton année. C'est plutôt un système de processus, une façon de changer notre attitude, comment on réfléchit sur le terrain. Cool. Je pense que mon micro est désactivé. Donc, c'est de faire plus de birdies sur le terrain et aussi d'aider les gens à avoir plus de fun aussi, de plaisir. Donc, rendre ça plus positif, moins négatif et focuser plus sur justement le plaisir de jouer. Donc, de cette fixation d'objectifs qu'on s'est donné, de mission, si on pourrait dire, d'aider le plus de golfeurs possible, bien, dans notre réflexion, il s'en est découlé une dizaine de principes. Donc, 10 principes que Dominique va pouvoir vous envoyer, soit qui est sur les portails dont elle a parlé tantôt, ou vous allez le recevoir par courriel. Mais 10 principes pour vous aider à faire plus de birdies. Donc aujourd'hui, on va en parler de 2 principes un petit peu plus de façon approfondie, mais on va les énumérer rapidement. Donc le premier que je vais vous parler un petit peu plus longuement, c'est focuser sur le jeu court. Donc, si on veut mieux jouer au golf, si on s'attarde à la partie courte de notre jeu, donc le putter, les wedges et pitching wedge et faire court, on a plus de chances de faire des birdies et de mieux jouer. Je vous explique ça tout à l'heure. Autre principe, le deuxième, ben, c'est quand on va jouer au golf, que ce soit une partie de 18 trous ou de 9 trous, donc il faut voir chaque trou jouer comme une opportunité de birdie. Si vous vous intéressez un petit peu à la psychologie sportive, la psychologie du golf, c'est sûr que beaucoup de gens disent, de spécialistes et les pros appliquent ça à la lettre. Chaque trou est un nouveau commencement. Même chaque coup est un peu indépendant d'un autre de nos autres coups. C'est pas parce qu'on rate un coup que le suivant va être raté aussi. C'est plutôt la façon qu'on se place dans notre tête. Donc, d'avoir une mentalité un petit peu plus positive et de s'arrêter à chaque trou
et d'oublier ce qu'on a fait dans le passé et de revenir plus fort sur le deuxième trou, sur le troisième, ainsi de suite. Donc, nous amène à éliminer plus nos erreurs et d'avoir plus d'opportunités de birdie. Et au final, ben, notre plaisir de jouer va augmenter plutôt que de s'apitoyer sur les mauvais trous et les mauvais coups qu'on a fait. C'est quand même tout un défi, ça, Pierre-Luc, hein, quand même, je suis sûr que tout le monde sera d'accord avec moi. Là, quand on fait un bon coup, évidemment, puis même encore, mais quand on fait un bon coup, c'est presque, des fois, ça peut même devenir un stress sur l'auto-performance qu'on s'impose, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'est ce que je disais, les professionnels deviennent experts à ça. C'est pour ça qu'ils sont professionnels, qui sont experts et ils sont très bons techniquement, c'est sûr, mais ils sont très, très forts mentalement aussi. Ils sont capables d'appliquer ce principe-là, d'être dans leur bulle et faire abstraction des distractions et faire abstraction des bons coups et des mauvais coups. Donc, ils sont capables de faire 7, 8, 9, 10 birdies en ligne sans se soucier de dire hey, là, je suis en train de vivre la meilleure ronde de ma vie. Donc, ils sont capables de passer à côté de ça et de jouer chaque coup comme si c'était le seul coup qu'il allait jouer dans la journée. Donc, ça, c'est une habileté mentale qu'il faut développer. Donc, ce principe-là fait référence beaucoup à ça. Puis le troisième est un peu découle un petit peu de ça aussi, c'est d'avoir une bonne attitude et avoir la confiance qu'on peut réussir. C'est sûr que peut-être que vous avez jamais fait de birdie dans votre vie, vous en faites un de temps en temps. Mais si vous vous conditionnez à dire, moi, j'en ferai jamais de birdie ou je suis pas capable d'en faire, ça va vous freiner assez rapidement. Si au contraire, vous vous ouvrez à ça, vous avez la confiance que vous pouvez le faire avec les différents outils que vous avez à votre disposition ou que vous allez peut-être apprendre aujourd'hui, ben, c'est là qu'on s'ouvre à plein de possibilités, là. Donc, j'appelle souvent, tiens, en fait, à la blague, nos Monsieur Bougon, là, souvent, c'est plus typique de l'homme que la femme, mais souvent, on va rencontrer des joueurs et joueuses qui sont plutôt négatifs sur le terrain. Donc, des Monsieur Bougon que j'appelle, ils se fâchent sur un petit peu tout, puis tout est une raison de se distraire puis de rater des coups. Donc, ça amène ces gens-là réussissent à moins bien jouer sur le long terme, alors que je suis convaincu que vous connaissez tous des gens qui sont très positifs et même s'ils ratent des coups, ils restent de bonne humeur et ces gens-là, au fil d'une saison, d'une partie, vont habituellement un peu mieux jouer que le monsieur Bougon qui serait plutôt négatif, là. Est-ce que, Dominique, j'en parlais tantôt, est-ce que ce résumé-là des 10 principes que je t'ai remis, est-ce que les gens l'ont actuellement ou ils vont l'avoir un peu plus tard? Je dirais peut-être que oui, peut-être que non. C'est-à-dire qu'elle est sur la plateforme d'inscription. Alors, okay. Donc c'est ça qu'ils y ont accès actuellement en retournant sur la plateforme d'inscription, ainsi que l'autre document. Mais là, je suis pas en mesure de dire si les gens l'ont vu ou non. Si, okay. Mais, elle est accessible, excellent. Elle est accessible, tout à fait. Puis l'autre document que tu m'as envoyé aussi, là, je ne vais pas te couper. Parfait. Oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais en parler. Justement, c'est mon prochain principe. Puis ça, c'est assez touché, on va dire. Beaucoup de réactions par rapport à ça. Puis c'est les jalons de départ. Donc, si on veut faire plus de birdie, avoir plus de fun, si on joue le terrain toujours à sa pleine longueur ou à dépasser nos capacités, ben on va avoir moins d'opportunités, moins de plaisir, plus de coups ratés. Puis c'est comme une mauvaise roue qui s'enchaîne. Sur la plateforme, vous allez avoir une charte de distance qu'on a adaptée d'une charte qui existait déjà, qui s'appelle Tee It Forward, qui était popularisée par Jack Nicklaus. Et dans le but premier d'accélérer le temps de jeu, il y a quelques années, donc de ramener le golf à un niveau de difficulté un peu moindre, parce qu'il y a quand même un engouement pour les terrains très longs, donc les nouveaux terrains qui se bâtissent à 7000 quelques verges, quasiment à 8000 verges lorsqu'on écoute le US Open, par exemple. Donc, on le voit ici, effectivement, la charte de distance. Donc, cette charte-là était adaptée pour montrer que les professionnels, si on va dans le bas de la charte, les professionnels jouent des parcours de 7500, 7200, 7600, presque même 8000, mais ils ont une distance de drive de 325, 350 verges et plus de 300 en général. Donc, ce qui amène le jeu à une situation normale. Ils ont des fers 7, des pitching wedge, ils ont des fers courts, ils ont très, très peu de bois d'allée d'hybride sur leur deuxième coup, à part les seniors, des fois, qui viennent jouer, je pense à Jim Furyk, par exemple, frappe un peu moins long que Dustin Johnson. C'est sûr qu'il va avoir un peu plus souvent des hybrides, mais la moyenne des golfeurs ont fer 7, fer 5, des pitching wedge, puis souvent même des wedge courts là, pour entrer au green. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a adapté
la charte ou la façon de jouer au golf selon votre distance de drive. Donc, si vous frappez 200 verges avec votre driver, ben, si on fait une règle de 3, vous devriez jouer sur des terrains d'environ 5200, 5400. C'est quand même 500-600 verges de moins que le 6000 verges des blancs habituels sur les parcours de golf. Donc, 200 verges, c'est une distance totale. Et la plupart des gens, bon, c'est à peu près une moyenne, mais j'en ai beaucoup de gens plus âgés, des seniors à 70 ans, qui vont frapper 175 verges. J'ai des hommes de 80 ans qui vont frapper 150 verges. Donc, s'ils continuent de jouer sur les blancs ou jouent sur des départs juste seulement seniors, ça reste quand même, le terrain est un petit peu trop long pour eux. Une autre difficulté qu'on a, c'est les terrains ne sont pas adaptés aux femmes beaucoup. Les femmes vont frapper leur drive à peu près 150 verges lorsque tout va bien. Des fois même, ça peut être moins, 125 verges. Mais si vous remarquez dans la charte, la distance totale d'un parcours adapté à cette distance de drive-là, c'est moins de 3000. La plupart des parcours pour les dames sont 5000, 4800, 5000 verges. Donc là, on a un problème. Ce qui fait que la dame qui frappe 125 verges, ben, sur un par 4 de 300 verges, son deuxième coup est plus long que son premier. Donc, c'est pas logique. C'est sur un par 4, c'est sûr qu'elle peut pas frapper le green en régulation et espérer faire un birdie. Donc, c'est comme inatteignable pour elle. Alors que ça devrait pas. Ça devrait être adapté à tout le monde. C'est sûr que là, les parcours ont un problème. Certains parcours commencent à adapter leur jalon de départ, font des nouveaux départs plus courts. Donc, ça, c'est sûr que ça s'en vient là, à être un peu plus accessible. L'autre frein qu'on a souvent, c'est l'orgueil des messieurs, des fois, de jouer sur un jalon rouge. On dit, nous, à la blague, que les jalons n'ont pas de sexe. Donc, que vous soyez un homme, une femme, les jalons rouges devraient être pour un golfeur, une golfeuse qui frappe environ 175 verges sur sa drive. Donc, si vous êtes un homme qui frappait 175 verges, les jalons rouges devraient être un jalon adapté. Donc, il ne devrait pas avoir de couleur, il ne devrait pas être associé au sexe, il devrait être un numéro. Puis, nous, on a associé à ça une lettre. Donc, vous devriez jouer sur le jalon E qui est ou D qui est adapté à votre distance de drive. Donc, si vous voulez améliorer votre jeu d'une façon rapide, sans rien changer de technique ni votre équipement, changer de jalon de départ, vous allez voir, votre jeu va s'améliorer. Et il y a seulement vous qui êtes un frein à vous adapter. Des fois, j'ai certains hommes qui jouent dans des ligues ou dans des groupes d'hommes et souvent, les freins, c'est les partenaires de jeu. Non, non, on joue tout le monde du même départ. Donc, s'il y a une différence entre les coups de départ de chacun des joueurs dans la ligue, on va dire, chacun ne devrait pas jouer du même départ pour que tout le monde soit, on va dire, au même niveau. Et quelqu'un qui aurait un handicap plus faible, mais plus bas, même s'il jouait sur un jalon plus court, c'est seulement que son niveau de jeu est supérieur. Donc, ça ne devrait pas être par rapport à la distance de drive ou par rapport au jalon de départ, là. Donc, ça reste un principe quand même facile à appliquer. Mais d'un autre côté, vous avez vu les freins, parfois, on a de la difficulté à le faire. Pour les dames, j'invite les dames à jouer, par exemple, le parcours selon des distances prédéfinies sur chaque trou. Donc, les par 3, les jouer à 100 verges, les par 4, les jouer à 200 verges et les par 5, les jouer à 250 verges. Vous allez vous retrouver à ce moment-là à jouer dans le milieu du fairway souvent, donc pas sur un départ vraiment prédéterminé ni sur un jalon de départ. Donc, ça va vous permettre d'apprécier mieux le terrain, à adapter le niveau de jeu, que ça soit un peu plus facile. C'est certain qu'aussi, un autre frein qu'on a, c'est les associations là, régionales, le Golf Québec, ainsi de suite, qui calculent les handicaps en fonction d'une évaluation de terrain ou d'un rating. C'est sûr que là, dans ces cas-là, les terrains ne sont pas tous évalués en fonction de cette charte-là. Donc, si vous voulez avoir un handicap qui est reconnu par les associations au Golf Canada ou Golf Québec, c'est sûr que cette charte-là est plus difficilement applicable, là. Mais ça dépend aussi, c'est ça. Mais la plupart des gens vont jouer pour le plaisir, pour leur fun. Donc, je vous invite à appliquer ça dans vos prochaines parties. Là. Vous allez voir, quelques coups vont se baisser, vont se diminuer dans votre carte de pointage, puis vous allez progresser sans même changer ni votre élan, ni votre technique là, et votre équipement, là. Donc, c'est notre principe numéro 4. Le principe 5, j'en aborde je vais l'aborder tantôt avec dans la partie la plus importante de ma présentation, qui est d'avoir une bonne technique de base. Donc, de là, notre méthode d'enseignement a été développée. Donc, c'est commencé par la base de notre mouvement jusqu'à l'élan complet. Je vous montre ça dans quelques instants, si je suis capable de faire des démonstrations. Principe numéro 6, c'est le rapport avec la condition physique. Donc, la mobilité, la flexibilité, puis c'est là que
Dominique, avec son expertise en chiropratie et sa formation en entraînement TPI, qui est l'Institut Titleist, qui ont développé vraiment une belle analyse sur le côté physique. Et donc, ça, c'est toute une sphère qui est quand même assez importante, là, celle de la condition physique. Et nous, ben, comme golfeurs, on s'assure d'avoir un bon échauffement là, à chaque fois qu'on va frapper les balles, d'être bien échauffé. Donc, on appelle, nous, l'échauffement dynamique qu'on suggère de faire à chacun de nos élèves lorsqu'on fait de la pratique où on va jouer. Principe numéro 7, d'avoir un équipement bien ajusté. C'est certain que pour adapter à notre grandeur, à notre type d'élan, donc vitesse d'élan, et à notre niveau de golfeur aussi, il existe toutes sortes d'équipements qu'on peut bien adapter. C'est un peu comme faire du vélo. Si vous avez un vélo mal ajusté, si vous allez de temps en temps aller chercher une commission au dépanneur, ça va faire, mais si vous faites 20-30 km 2-3 fois par semaine, un vélo mal ajusté va avoir un impact sur votre physique, sur votre performance. Donc, c'est un peu la même chose sur les bâtons de golf, là. Quand quelqu'un commence, il n'a pas besoin d'un équipement très bien ajusté à lui, trop long, trop court, trop lourd, trop flexible. C'est pas si grave que ça, mais une fois qu'on sent que c'est le sport qu'on veut pratiquer, à la retraite, par exemple, ou 2-3 fois par semaine, là, c'est bon d'avoir un bon ajustement sur nos bâtons. C'est ce que Maxime va parler demain, plus spécifiquement sur le poteur, un bâton souvent qui est négligé. Donc, avoir un bon ajustement sur le poteur. Vous êtes bien équipé d'ailleurs pour faire tous les tests sur tous les bâtons à B2 Golf. C'est assez extraordinaire, oui. Votre centre. On est choyé à travers la région de Québec, là. On se spécialise dans ça parce que ça prend un bon équipement, mais une bonne connaissance aussi des différentes composantes, là. Tu sais, c'est quoi la différence entre un 9 degrés ou un 10 degrés? Qu'est-ce que ça va donner comme différence de distance là, à ma trajectoire de balle, à ma balle? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est capable de mesurer et vous dire objectivement si un bâton versus un autre donne plus de performance. Et faut savoir aussi que les manufacturiers qui fabriquent des bâtons ne chargent pas plus cher pour avoir un bâton qui a une spécification d'angle et tout ça différente, là. C'est le même prix pour le bâton. Donc, les bâtons ont toujours une composante de tête, de tige et de grip. Donc, qu'on demande la tige plus lourde, plus flexible, plus courte, plus longue, c'est le même prix pour la composante. Même chose pour la tête. Donc, il s'agit juste, nous, de trouver les bonnes composantes et on commande directement chez le fournisseur. Donc, c'est sûr que vous ne devriez pas avoir acheté un bâton directement du rack, peu importe de quelle boutique. Vous négligez peut-être une petite partie de performance que vous laissez aller là, pour le même prix. Donc, c'est bon d'avoir une bonne évaluation de son équipement. Donc, principe numéro 7, de bien ajuster son équipement, là, c'est quelque chose qui peut nous aider à avoir plus de fun, apprécier mieux le sport. Donc, je suis sûr que vous avez d'autres expériences dans d'autres sports. Là, vous faites de la course ou de la marche ou vélo de montagne ou peu importe. Quand on est bien équipé, toujours plus le fun, on performe mieux, on sent mieux dans notre corps, dans notre mouvement et tout ça. Donc, c'est toujours un plus. Donc, on l'a mis là, notre principe numéro 7. Principe numéro 8, bien, plus spécifiquement sur l'équipement, ben, la balle. Bien choisir la balle. Et on a un mot qui résume un peu tout ça, c'est la constance. Et je pense que tout le monde, c'est un objectif pour la prochaine saison, c'est d'être plus constant. Tout le monde veut être plus constant. Les meilleurs joueurs au monde veulent être plus constants, donc gagner à toutes les semaines. Là, ils aimeraient ça, jouer mieux, jouer 64 à toutes les semaines, tous les jours. Donc, nous, comme golfeurs, c'est sûr qu'on veut pas répéter les mêmes erreurs, améliorer nos erreurs, donc faire des meilleurs coups, donc être plus constant, c'est sûr. Mais commençons par jouer avec la même balle. Les professionnels le font, donc pourquoi les amateurs pourraient pas le faire? Et ça ne veut pas dire de jouer avec une balle qui vaut 6 $ la balle. Si vous choisissez une sorte, ben jouez avec la même sorte. Vous pouvez même la choisir seconde main, usagée. Il y a des compagnies qui spécialisent dans ça, mais jouez avec la même balle parce que les balles ont différents types de construction. Il y a trois principales constructions, donc une 2 pièces. Les balles souvent les plus dures, c'est souvent les balles de champ de pratique. Un noyau très dur, puis un couvert aussi très dur qui va être plus durable là, dans le temps. C'est les balles bon marché. Donc ça va. Il y a les 3 pièces, donc les balles en moyenne gamme. Et il y a les balles premium qu'on appelle les balles haut de gamme qui ont souvent 3 couches, 4 ou 5 couches qui vont augmenter le spin de votre balle, la durabilité, mais aussi un petit peu la distance. Le noyau est mieux construit.
Donc, peu importe votre budget, votre exigence au niveau de la sensation de la balle ou le spin que la balle va donner, ben, faites un bon choix et conservez ce choix-là tout au long de la saison. Vous allez avoir plus de régularité dans vos potes, la sensation, les chips, tous les coups, vous allez reconnaître un petit peu plus les effets de balle, le mordant que la balle va avoir sur le green. Donc ça, c'est à suggérer. Puis c'est pas un choix au niveau monétaire, ça devrait être un choix vraiment au niveau performance. Si votre budget est limité, choisissez une balle moins bonne marché, mais y aller avec la même tout au long de la saison. Donc, On c'est quand sauve même même, la... Oui, Pierre-Luc, on sauve même du allez-y. temps qu'au lieu de ramasser des balles qu'on trouve dans le bois, on peut se concentrer sur son jeu. Tout à fait, tout à fait. Puis lorsqu'on fait ça, qu'on regarde dans le sac des gens, puis les gens ramassent des trous des balles, ben si on n'est pas trop connaisseur, ben on va jouer avec toutes sortes de constructions, des balles dures, des balles plus molles, puis on va jouer avec ça sans trop se rendre compte que des fois l'effet de balle est différent. Nos coups sont bien réussis, mais le résultat est différent parce que la balle a réagi différemment. Donc c'est quand même une pièce d'équipement assez importante. Et les deux derniers principes font appel à la pratique. Donc, on sait que c'est un sport difficile, c'est un sport qui a beaucoup de mouvements, donc ça demande un entretien. Donc, il faut garder un équilibre entre la pratique et le jeu. C'est deux parties du jeu qui font intégrante partie du sport, le champ de pratique et le terrain. À ma connaissance, c'est le seul sport qui a un lieu de pratique et un lieu de jeu qui est différent. Si vous jouez au basketball, vous allez pratiquer sur le même court que le jeu va se passer. La piscine, c'est la même chose. La piste cyclable, il y a peu de différence dans beaucoup de sports. Le tennis, par exemple, c'est le même court qu'on joue un match. Alors que le golf, ben, tu vas au champ de pratique, tu as plusieurs balles, tu as plein de cibles, c'est large, c'est le fun. Tu vas sur le terrain, tu as une balle, tu as plein d'obstacles, c'est difficile, c'est des fois même épeurant. Donc, si on fait pas assez l'équilibre entre les deux, on risque de devenir soit très bon dans le champ de pratique. Je pense que tout le monde peut affirmer qu'ils sont meilleurs au champ de pratique que sur le terrain. Si on fait que jouer, ben on va détériorer un petit peu notre technique parce qu'on va moins l'entretenir. On frappe des coups différents, on frappe des coups quand même assez espacés dans le temps. Donc, ça nous permet de moins de perfectionner ces petites sensations là qu'on a au niveau de notre élan. Donc, garder un équilibre, c'est-à-dire, si vous jouez 5 fois par semaine, ben, jouez peut-être 4 fois avec un petit 9 et pratiquez le 2 heures autres. Vous allez en bénéficier sur votre pointage, c'est sûr, et votre performance à long terme. Ça, je suis convaincu de ça. Et finalement, ben oui. Je m'excuse, je t'ai coupé. Je répète, moi, c'est sûr que c'est plus mon expérience personnelle, mais c'est ça qu'on dit. Je dirais que ma part, c'est toujours d'aller pratiquer, mais je me dis toujours que je m'en vais pratiquer mes défauts. Et c'est là que de prendre des cours avec des professionnels comme toi et bon tous les professionnels de la grande province, ça nous permet aussi de se faire redire qu'est-ce qu'il faut, de se faire resetter, là, resetter, si on peut dire, pour aller pratiquer les bonnes choses aussi. Il y a un équilibre, je pense, dans le courant de l'été, de prendre des cours quand même de façon périodique tout à fait. Pour s'assurer qu'on reste dans la bonne ligne aussi. Exactement, tu as pleinement raison. C'est pour ça que le principe 10, si on défile, ben, c'est de pratiquer avec un objectif. Donc, c'est d'avoir quelque chose de spécifique à aller pratiquer. On va pas juste frapper des balles pour frapper des balles. Si on fait ça, ben, c'est seulement de l'échauffement. On peut le faire avant de jouer. À ce moment-là, on se réchauffe puis on s'en va jouer. On pense pas trop technique. Et lorsqu'on a un élément technique à aller travailler, une partie de notre jeu, que ce soit le putting, les approches, fausses de sable, ben, on s'en va là avec un objectif. On sait la durée que ça va prendre, la quantité de balles, qu'est-ce qu'on va chercher. Et là, on pratique avec un objectif. Et c'est là qu'il y a des méthodes d'entraînement qui sont disponibles partout sur le web, qui est faire un exercice de putting, par exemple, aller chercher des distances spécifiques, faire des pas de cours avec des courbes. Tu sais, il y a toutes sortes de méthodes à s'entraîner qui vont ajouter un objectif et de la précision. À ce moment-là, c'est un peu plus motivant. Et c'est comme ça qu'on peut venir à s'améliorer, là. Donc, c'est nos 10 principes qui peut-être laissent échapper des fois certaines choses, mais on a essayé d'englober le plus d'éléments là, au fil des ans avec l'expérience. Dans quelle case on pourrait les mettre pour rendre ça un petit peu plus simple et
ça peut être technique. Quelqu'un veut pas travailler sur sa technique, ben il y a d'autres éléments qui peuvent travailler, l'aspect mental, l'aspect confiance, l'aspect de jouer des bons jalons. Donc, il y a toutes sortes de façons de, de s'améliorer, là. Je sais pas s'il y avait des questions jusqu'à maintenant, avant qu'on aille dans un peu la deuxième partie de la présentation. Oui, il y a quelques questions. Alors, Oui. la première, si on retourne au début de la présentation, tu mentionnais qu'il y a plusieurs joueurs plutôt qui voulaient des fois abandonner. La question Oui. de Valérie, c'est est-ce qu'il y a des trucs justement à donner à ces personnes-là pour poursuivre leur effort et surtout pour ne pas abandonner? Première chose, ben, je dirais d'aller chercher de l'aide. Donc, de ne pas faire ça toute seule, et puis essayer d'aller au champ de pratique, aller jouer, puis là, sentir que ça fonctionne pas. Donc, d'aller chercher l'aide d'un professionnel qui va évaluer en premier les bonnes choses, puis les erreurs dans l'élan ou dans le jeu. Parce que oui, on enseigne, on fait de l'enseignement technique, mais des fois, les gens, ça peut arriver qu'on a des problèmes de mobilité, qu'on n'est pas capable de faire le bon geste, et que on sera pas capable d'avoir l'élan idéal ou l'élan, entre guillemets, je dis pas parfait, mais l'élan complet, normal. Donc, on est capable d'adapter certaines choses dans le jeu pour aider les gens à trouver un plaisir dans le jeu. Donc, c'est de là la force d'aller chercher de l'aide. Dominique, au niveau physique, peut-être peut des fois aider les gens à aller chercher une facilité à faire le mouvement, mais certainement aller chercher de l'aide, puis trouver après ça ses capacités puis ses limites, puis dire moi je joue dans ces limites-là, puis mais c'est sûr que c'est dépendamment des antécédents de chacun. Des fois, ça peut être un petit peu plus ardu, mais c'est pas un sport qu'on pratique à court terme. On peut dire bon, l'année prochaine, je veux jouer au golf, puis là, je veux tout le maîtriser. C'est quand même un sport qu'on peut qualifier un sport d'une vie, là, qu'on ne viendra jamais à maîtriser 100%, mais au fil des années, on va apprendre à apprécier. Puis c'est tellement un beau sport, mais faut connaître ses limites. Puis de là, ben, se faire évaluer ou se faire encadrer, se faire aider. Ça, je pense que ça peut être bon. Puis on le voit, les professionnels, en terminant, ils ont une équipe autour d'eux. Ils s'en vont pas là tout seuls avec leurs petits problèmes. Là. Ils ont un cadet, même à chaque jour, ils ont un cadet, donc quelqu'un qui les aide à tous les coups, à tous les jours. Donc, ça montre que on en a besoin. Là. Donc, si on joue ça seul, puis qu'on commence à avoir de la difficulté, ben, on peut facilement décrocher. Là. Pour juste compléter une parenthèse, Pierre-Luc, effectivement, dans la présentation que je vais faire samedi, on va parler d'examen de Titleist, l'examen de performance Titleist, justement pour aller aider la personne qui a des limitations physiques à dépasser ces limitations physiques-là, mais c'est là que ça devient l'équilibre entre donc d'aider la personne à dépasser son physique, bon, soit par des soins ou par des exercices bien précis. Puis après ça, ben, en tant que professionnel, c'est sûr que quelqu'un on vieillit, si on est capable de faire une rotation d'épaule comme on faisait quand on avait 20 ans, mais c'est là que les cours que vous donnez en tant que professionnel vous allez nous aider à nous adapter aussi à nos limites. On veut les dépasser, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une limite on peut pas amener quelqu'un à avoir une rotation à 360 degrés non plus. Alors, c'est là que c'est l'équilibre entre ce que la personne, le golfeur est capable de faire de chez lui, peut-être par des soins, comme je disais, par des exercices, mais vous autres, vous êtes là pour nous permettre d'aller aussi optimiser nos limitations, si on peut dire. Hein. Tout à fait. Juste pour rajouter sur ça, ben, on voit qu'il y a quand même beaucoup de professionnels, de coachs et de gens sur Internet donnent des conseils. Donc, on est comme dans l'ère du vidéo. Donc, beaucoup de gens vont chercher des conseils vidéo sur YouTube ou par des coachs plus ou moins c'est connu et tout ça. Mais ça reste que c'est l'application qui est souvent le plus difficile. Tu sais, beaucoup de gens ont la connaissance, viennent me voir, ben là, je sais qu'il faudrait que je place mon bâton là, je tourne comme ça. Et là, on essaie de le faire, puis ils sont pas capables. Donc, c'est sûr que physiquement, c'est une grosse partie. Ben, c'est notre meilleur outil, ça reste que c'est notre corps. Là. Ça reste un mouvement très complet puis très corporel. Il faut être capable de bien tourner notre corps, bien bouger, rester stable et tout ça. Si on manque de stabilité, de mobilité, on va avoir de la difficulté. Là. Donc, il faut se faire aider, se faire voir. Puis c'est pour ça quand même je pense qu'on va toujours, les professionnels, regarder notre emploi parce que ça reste que c'est un sport difficile. Et même nous, comme professionnels, quand on frappe la balle, on a un petit doute à savoir est-ce que j'ai fait exactement ce que je pensais que je devais faire. Ça nous prend un œil extérieur qui nous le confirme, donc pour associer un peu notre sensation qu'on vient d'avoir avec la réalité de ce qui s'est passé. Donc
de se faire aider, c'est important. Là. Parfait. Autre question qu'on a, c'est... Oui. Oui. Michel qui mentionne, je trouve votre charte intéressante pour une partie amicale, mais qu'en est-il si on veut jouer une compétition entre amis? Oui, ben c'est de là que si la règle de compétition est basée sur un handicap, par exemple, donc si on organise une compétition à 100 joueurs, puis on dit, OK, on accepte les handicaps de temps à temps pour être le plus, comment ça veut dire, égal avec tous les joueurs, c'est sûr qu'il faut se servir de cette façon-là qui est l'handicap, là, et l'handicap est mesuré en fonction d'un jalon de départ sur chaque club. Si, par exemple, les gens ne jouent pas au même club, ben, c'est sûr que Golf Québec, là, qui s'occupe de ça, va évaluer chaque terrain pour attribuer des évaluations puis des slopes et tout ça. Donc, c'est sûr que tout dépendamment du niveau de compétition, si c'est une compétition par le club organisé avec beaucoup de joueurs, on se doit d'être un petit peu plus rigoureux sur les mesures, mais lorsque c'est une compétition amicale à 4, 8, 12 joueurs, ben, c'est sûr qu'il faut, on utilise la charte, on utilise après ça les distances de drive, puis à ce moment-là, on considère que tout le monde va avoir un niveau de jeu qui va se ressembler. Là. Puis nous, avec ce principe-là, on joue une partie de golf qu'on appelle catch the bird, donc c'est aller attraper les birdies. On joue sur des jalons différents. Pour que chacun ait une opportunité plus grande de faire des birdies, puis une opportunité à chaque trou. Et c'est celui qui fait le plus de birdies dans sa journée, puis même celui qui fait le dernier birdie de la journée, c'est celui qui remporte la partie. Donc, ça amène même l'aspect, avoir la confiance de réussir, puis de sentir que chaque trou est un objectif, est une opportunité de birdie. Même si tu as joué les 17 trous pas à ta hauteur, tu n'as pas fait de birdie, tu n'as rien fait. Au 18e, là, tu réussis. Si tu es le dernier à le faire, ben, tu gagnes la partie. Donc, c'est une façon que nous, on joue, même en professionnel, entre amis. On a des pros qui frappent moins loin que d'autres, donc ils jouent pas sur les mêmes jalons. Et ça permet que tout le monde ait du plaisir. Fait que, je répondrai à ça. Ça dépend, c'est ça, du type de compétition là, qui est organisé là, à ce moment-là. Parfait. Question de Marielle. Bonjour, y a-t-il une différence entre les choix de balles qu'une dame devrait utiliser? Qu'une femme devrait utiliser? La balle, elle ne sait pas qui la frappe, donc c'est vraiment en fonction de la vitesse. Donc, si vous avez une vitesse plus basse, c'est sûr qu'on va choisir une balle qui a un peu une compression plus faible. Souvent, les balles de dames ont cette propriété-là. Mais il faut se dire qu'à 70 000 à l'heure, de vitesse avec un driver. Donc, c'est quand même beaucoup de gens sont capables d'atteindre cette vitesse-là. Le noyau, même d'une balle premium, là, la balle plus dure, le noyau est atteint, donc il est écrasé pour aller chercher le maximum de vitesse. Donc, la balle est beaucoup plus choisie en fonction de la partie courte du jeu. Donc, la sensation qu'on veut qu'elle ait sur le putter, la rotation qu'on veut qu'elle ait sur les wedges, et puis l'arrêt qu'on veut qu'elle ait ou la hauteur qu'on voudrait qu'elle ait sur les bâtons moyens ou les fers courts. Là. Mais sur le driver, là, les balles, on va faire à peu près là, 2 à 4, 5 verges de différence entre la plus longue et la plus courte lorsqu'ils font des tests. Là. Donc, je dirais il n'y a pas tant de balles qui frappent plus loin que les autres. C'est plus au niveau de la dureté là, qu'on veut ressentir. Donc, une balle femme assez populaire, ben, c'est souvent les balles qui sont compression plus basse et les balles qui ont le couvert aussi plus souple. Là. Donc, mais si vous êtes une dame, vous aimez le rose et vous aimez le mauve et tout ça, il y a beaucoup de compagnies qui s'assurent de faire des balles avec ce cosmétique-là, mais vous pourriez jouer avec n'importe quelle balle. Les femmes sur le LPGA Tour jouent avec la même balle que les hommes. Là. C'est une balle premium, donc ça change rien. C'est juste plus cher à l'achat, plus de technologie, si on pourrait dire. Parfait. Autre question de Luc sur les balles. Est-ce que les meilleures balles des différentes compagnies sont équivalentes en qualité? Oui, je dirais que oui. Oui, présentement, là, Titleist a toujours été un chef de file dans la balle, mais depuis 5 à presque 10 ans même, là, les Callaway, les TaylorMade, les Strixon, les Bridgestone ont tous développé une excellente balle. Et même les ingénieurs de chez Titleist maintenant travaillent un petit peu partout dans ces compagnies-là. Donc, toutes les balles haut de gamme sont équivalentes. Il n'y en a pas une supérieure à l'autre. Parfait. Et question de Nenny, quelles sont les nouveautés d'équipement cette année pour un golfeur d'expérience?
Il y en a plusieurs, là. TaylorMade a sorti le nouveau, la nouvelle série Stealth, les boîtes de départ avec la face en carbone. C'est une avancée technologique quand même assez unique qu'on voit généralement chez TaylorMade. Là, ils sont assez innovateurs, donc ils n'ont pas peur de sortir des sentiers battus puis de sortir quelque chose de différent. Donc ça, c'est la grosse nouveauté chez TaylorMade. Chez Callaway aussi, le nouveau Rogue s'en vient. On l'a pas reçu comme outil de fitting encore. Mais il y a des bonnes nouveautés là. Sinon, Ping est une compagnie plus conservatrice, garde ses bâtons souvent 18 à 36 mois. Je pense que le 425 va revenir cette année. Donc, pas trop de nouveautés chez Ping encore. Mais oui, il y a quand même quelques nouveautés encore cette année. On n'a pas tous reçu les items encore là, de fitting, mais ce qui est le plus important, c'est vraiment faire du test, là, même si le TaylorMade serait le bâton de l'heure ou le Callaway, là, c'est de venir les essayer et comparer avec ce qu'on a actuellement comme bâton. Et nous, on fait des tests avec la même balle, le même élan, avec la même machine, ce qui fait qu'on peut voir vraiment s'il y a une différence de performance entre un bâton versus un autre. S'il y en a une bonne, là, ça vaut la peine de changer. Puis si c'est une à 2 verges, c'est ça, au client à ce moment-là, c'est à vous à voir si ça vaut la peine de dépenser 800 $ pour quelques verges ou 1200 si on parle d'un ensemble de fer. Là. Mais c'est toujours après ce test-là qui est plus facile pour tout le monde de prendre une décision. Parfait, ça fait le tour des questions pour le moment. Bon, excellent. Excellent. Revenons au principe numéro 1, là, qui est un peu la base de notre philosophie More Birdies. On veut faire plus de birdies, mais c'est sûr que c'est avec votre putter que vous allez faire les birdies. Là, si on parle d'à peu près 40 à 43% des coups joués, c'est avec le putter. Donc, s'il y a une chose, vous voulez vous améliorer l'été prochain, vous passez, je vous dirais, on va commencer par 100% de votre temps, vous passez à travailler votre driver, d'essayer de corriger de la slice ou de frapper plus loin, tout ça. Vous passez tout ce temps-là, puis vous prenez ce temps-là, vous le mettez sur votre putter, à améliorer le roulement de la balle, à améliorer le contrôle de distance, à améliorer vos lectures de green, à améliorer le mouvement en soi, le mouvement de putting. C'est certain que vous allez améliorer votre pointage. Ça, c'est presque une garantie. C'est parce que c'est votre putter qui fait foi du pointage que vous mettez à la fin. Quand on rate une drive, ou on rate un deuxième coup, c'est pas un coup de plus qui va être sur la carte de pointage. Oui, s'il y a des pénalités, là, on frappe dans le bois, là, puis dans les hasards, puis tout ça. Mais si vous frappez croche, votre deuxième coup ou votre troisième coup va juste changer de stratégie. Vous allez peut-être avoir besoin d'utiliser un bâton différemment, de frapper à une distance différente. Mais au final, rendu sur le green, vous êtes pas habituellement là, sur les 18 trous, sensiblement dans les mêmes pointages. Mais ce qui fait la différence, c'est le putting, puis les approches, puis tout ce qui est, on appelle nous 100 verges, 125 verges et moins. Donc, cette catégorie-là de jeu court qu'on appelle donc vos wedges. Donc, de votre fer neuf, pitching wedge et moins, jusqu'à votre putter, ça correspond à environ 2/3 de vos coups, près de 65% de vos coups joués sur le terrain. Donc, en mettant plus d'emphase sur cette partie-là du jeu, ce que vous allez faire, finalement, vous allez mettre moins d'efforts parce que au bout d'une heure de pratique de putting, vous réglez pas mal plus de problèmes. Donc, moins d'efforts. Vous allez avoir besoin de frapper moins de balles aussi, moins de répétitions. Changer un geste plus simple comme celui du putting, par exemple, demande moins de répétitions que de changer un geste sur le driver, plein élan, qui demande plein de mouvements synchronisés. Et vous allez avoir plus de résultats. Donc, plus motivant, vous pratiquez, vous voyez, ma balle roule de mieux en mieux, j'augmente ma réussite, je réussis des putts. Puis finalement, vous avez un impact direct sur votre pointage, sur votre partie. Puis c'est sûr que beaucoup de gens disent, moi j'aime ça aller marcher, prendre l'air. Quand je joue au golf, je suis avec des amis, j'aimerais prendre l'air, je prends une marche, puis ça me dérange pas de mal jouer sans. Mais couper votre ronde de 10 coups, jouer mieux, faire plus de bons coups, c'est sûr que c'est motivant. Au final, il y a des gens qui sentent que c'est inaccessible, donc ils ne se l'avouent pas, mais pour avoir côtoyé beaucoup de golfeurs, quand les gens font, par exemple, un birdie, ils se rendent compte qu'ils sont capables. Là, les étoiles dans les yeux tout de suite, on voit que on commence à maîtriser un petit peu plus le jeu. Donc, c'est vraiment une partie qui est relativement facile. On n'a pas besoin de changer énormément de choses. Puis même si on en fait des changements, ces changements-là peuvent être même faits en cours de saison. Là. J'enseigne à beaucoup de gens durant l'été
et on travaille leur putting, on est capable de changer la grippe, le mouvement, même le chipping, et les gens, le lendemain, vont l'appliquer sur le terrain puis voient tout de suite un résultat. Alors que à l'opposé de l'élan, là, avec le driver, je fais des changements techniques avec le driver, mais le lendemain, souvent même, ça va être pire parce que les gens réfléchissent, puis là, sont moins dans le feeling, et là, ils ratent plus de coups. Et là, la carte de pointage, oui, peut augmenter. Donc, ils reviennent me voir et me disent que ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est certain que le mouvement plus complexe est plus difficile. C'est pour ça qu'on le fait à l'intérieur, en saison morte. Là, on peut augmenter le volume de répétition. Mais avec le jeu court, on s'assure de changements un petit peu plus simples, un peu plus faciles à appliquer dans son élan, là. Donc, à retenir, un principe simple à appliquer. Essayez sur 100% de votre temps que vous mettez l'été au champ de pratique, et puis mettez-le sur le putting. Vous allez voir énormément de changements. Et ça vous oblige quand même à vivre avec la courbe que votre drive pourrait avoir si jamais vous en avez une. Fait qu'il faut apprendre à jouer, bien viser. À ce moment-là, vous ne changez pas trop votre technique, mais vous allez avoir un peu plus de résultats si c'est ça qu'on cherche aussi, là. Donc, principe numéro 1, qui est un peu la base de notre philosophie, là. Puis si on veut avoir plus de plaisir, je pense que ça peut commencer par ça. Mais regardez dans votre sac. Est-ce que mon putter est bien ajusté? Si vous sentez qu'il est long puis vous le grippez sur la tige de métal, c'est sûr que c'est pas optimal. Vos wedges, qu'est-ce que vous avez comme bâton incliné? Avez-vous un vieux 55 degrés d'il y a 20 ans? Ou vous avez votre pitching wedge, gap wedge, vous avez des wedges qui même un wedge 60 degrés pour aller faire des coups lobés. Donc, vous avez un bon éventail de bâtons dans le bas de votre sac. Tantôt, ça me fait penser, tantôt, on parlait des jalons pour les dames, surtout, là, je reçois beaucoup de dames en leçon puis qui me disent que leur bâton le plus difficile à frapper, c'est leur bois 3 dans l'allée. Ben, je leur réponds souvent que moi aussi, mon bois 3 dans l'allée, c'est mon bâton le plus difficile. J'ai beaucoup de difficultés avec ce bâton-là par rapport à mes autres bâtons parce que c'est un bâton quand même assez long. Il n'y a pas beaucoup d'angles. C'est difficile de faire lever la balle et de l'envoyer à distance. Mais ce bâton-là, moi, je l'utilise une fois par partie, des fois pas. Les professionnels, même chose. Alors que les dames l'utilisent presque à tous les coups, surtout les par 3, les par 4, excusez-moi, et les par 5, des fois 2 coups. C'est parce que le terrain est un petit peu trop long. Donc, si normalement on jouait le golf normalement, par 4, vous frappez votre drive et vous frapperiez un coup de fer après un hybride. Et il faut adapter la distance du trou, là. Donc, c'est comme on détourne un peu le problème. Au lieu de travailler sur le bois 3, qui est quand même difficile, ben, on va travailler sur la région où on frappe, on part le trou. Et à ce moment-là, nos coups suivants vont être plus courts. Donc, ça va être plus facile. Fait que plutôt que d'avoir un driver, un bois 3, un bois 5, un bois 7, plein d'hybrides en haut de votre sac, ben, travaillez plutôt sur le bas de votre sac. Qu'est-ce qui vous manque comme wedge? Est-ce que vous avez un bon, on appelle ça du gapping, donc une bonne suite logique de bâtons là, dans le bas de votre sac? Ça va vous aider à maîtriser un peu mieux votre jeu court, là. Est-ce qu'il y avait des questions pour ce principe-là ou il y a des choses qui avaient... Oui, il y a 2 nouvelles questions. Première question de Denis. À partir de quelle date allez-vous recevoir toutes les marques de bâtons pour un fitting? Je vous dirais certainement fin janvier, début février, on devrait avoir pas mal reçu. Il y a certaines choses qui vont aller plus tard, là, même en avril, là, mais fin janvier, début février, on devrait avoir pas mal reçu l'entièreté des bâtons. Parfait. Et question de Luc, si on revient pour les balles, est-ce qu'on devrait changer les balles selon si on joue au printemps, en été ou à l'automne? Non, ça n'a pas d'impact vraiment. La balle, si par exemple il fait froid dehors, puis la balle est dans votre sac depuis la veille, puis elle est froide, elle est gelée, c'est sûr qu'elle va avoir moins de performance, là, mais on ne devrait pas changer la dureté de la balle selon les conditions. Là, ça ne change pas énormément. C'est de garder la balle à température pièce. Là. Si par exemple vous jouez à l'automne, vous savez qu'il va faire froid, ben prenez vos balles et mettez-les dans la maison. Puis le lendemain, ben quand vous partez, elle est dans vos poches, puis elle va rester à température pièce, là, et ça va garder ses propriétés. Là, mais on ne devrait pas jouer avec une balle plus molle à certaines conditions, des balles plus dures. Là. Ça change pas grand-chose. Parfait, c'est tout pour les questions. Parfait. Excellent. Donc, il nous restait là un principe qui est quand même un élément associé à la technique. Donc, on
c'est sûr que c'est un mouvement complexe, on veut comprendre mieux le mouvement, on veut l'appliquer. Et ce qu'on enseigne avec ce principe-là, c'est, ça a découlé de la méthode More Birdies, c'est d'enseigner le golf à partir du coup roulé jusqu'à l'élan complet. Donc, quelqu'un qui commence, vous avez des amis qui veulent commencer à jouer, faites-leur découvrir le golf par le putting. Parce que c'est, le mouvement de base que je vais vous montrer dans quelques secondes. Donc, un mouvement de pendule, c'est le mouvement de base et en plus, c'est le coup le plus important. Donc, c'est complètement logique qu'on fasse ça. Mais des fois, on est au champ de pratique puis on frappe des balles. Ben, qu'est-ce qui est le fun à frapper en premier? Ben, c'est sûr que c'est le driver, c'est d'envoyer la balle le plus loin possible. Mais lorsqu'on fait ça, ben on enseigne à notre corps le mauvais geste, un geste trop naturel qui est de soigner avec les bras. Et là, on enseigne, on apprend finalement un mauvais mouvement. On peut pas soigner on appelle ça dans le bon plan, dans le bon chemin. Si on soigne avec nos bras, c'est impossible. Il va falloir faire notre mouvement de compensation là, de out-in, puis là, on slice la balle. Donc, tous ceux qui ont commencé à frapper des balles au champ de pratique avec le driver ont tous développé le mauvais swing et ont pris un petit peu avec ça à travailler la slice et travailler le out-in. Alors que lorsqu'on commence de l'autre côté par le putting, ben on montre aux gens que le mouvement de base, c'est les épaules, le pendule qui devrait bouger. Donc, c'est sûr que là, je ne peux pas le montrer, mais si je prends mon bâton sur mes épaules comme ça, ce qu'on veut faire, ben, c'est de faire bouger seulement les épaules. Donc, si mes bras sont étirés, je tiens le bâton, mon putter, ben, tout va bouger ensemble. Ça va faire un grand mouvement de pendule. La tête du bâton, la tige, mes mains, mes bras, mes épaules, tout ça va bouger ensemble, sans bouger le bas de mon corps. Et puis, c'est la particularité que, possiblement, Dominique, tu vas parler samedi. Le bas du corps, qui est la ceinture jusqu'en bas, et le haut du corps, devrait être au golf un peu séparé, de travailler un peu dans le sens contraire, où quand un est mobile, l'autre devrait être stable. Donc, il y a cette particularité-là qui vient faire un genre de torsion dans notre corps. Donc, le mouvement de base qui est à apprendre, puis si vous êtes à la maison, vous pouvez enseigner à votre corps à mieux le faire, c'est sans bouger le bas de votre corps, donc les hanches, les genoux fléchis, les fesses sorties, vous devriez être capable de faire bouger seulement vos épaules. Et cette amplitude-là, ben, vous l'utilisez pour le putting, donc à faire des potes de différentes longueurs. Vous le faites aussi quand vous faites du chipping, donc qui est le coup suivant du putting. Quand vous êtes un peu à l'extérieur du green, vous êtes à 20-30 verges du verre. Vous voulez que la balle se lève un peu, tombe sur le plateau du verre puis s'approche du trou. Mais vous faites un chip, donc vous faites une approche roulée. Et c'est le même mouvement qui est utilisé. J'utilise pas le bas de mon corps pour faire ce geste-là. J'utilise seulement le haut de mon corps. Donc, c'est le même balancier des épaules. À l'exception, ben, vous avez un wedge plutôt que votre putter. Donc, ça change un peu la position. Donc, la position de départ, elle doit s'adapter selon, on fait-tu un putt, on fait-tu un chip, on fait-tu un pitch, donc une approche plus longue, on fait-tu un élan complet avec des fers, on fait-tu un élan complet avec des fers plus longs, on fait-tu un élan complet avec les bois ou le driver. Tous ces changements-là font changer votre position, la position de la balle, le poids qui est distribué différemment. Mais sinon, le mouvement, ben, on l'utilise de la base jusqu'au sommet. Donc, votre mouvement de base de pendule, il est intégré dans un élan complet. Lorsque vous faites votre drive, par exemple, vous changez votre position, vous mettez la balle vers le pied avant, mais vous partez votre élan avec le mouvement de pendule. Vous partez pas avec les jambes, vous partez pas avec les poignets, vous partez avec les épaules qui balancent, puis vous vous rendez jusqu'en haut avec les autres étapes qui vont s'additionner. Donc, le mouvement de base du golf là, est vraiment le pendule des épaules. Donc, il faut développer cette mobilité-là dans les vertèbres dorsales, être capable de bien bouger librement. Donc, vous êtes à la maison, vous savez pas trop quoi faire, vous vous regardez devant un miroir et vous regardez que vos épaules bougent, tout le haut du corps va bouger ensemble. Vous pouvez même prendre votre putter et vous allez voir là, la constance puis la régularité de votre mouvement va s'installer. Là, votre bâton va suivre vos épaules. Vous allez gagner en précision, gagner en contrôle après ça lorsque vous allez faire des répétitions. Là. Donc, c'est le premier mouvement qu'on va enseigner. Comme je dis, on va l'enseigner sur le putting. On l'enseigne aussi sur le chipping, donc les mouvements, les petits mouvements. Et lorsqu'on veut augmenter l'amplitude, ben, on part avec cette première séquence-là de pendule. Et après ça, on va activer un petit peu les poignets, si on veut un peu plus d'élévation dans le backswing pour donner de la distance. Et au retour, là, on va travailler sur un nouveau mouvement qu'on peut intégrer dès
l'approche de 50 verges à peu près, c'est le transfert de poids, qu'on sait qui est un mouvement qui est important. C'est celui-là qui empêche les bras de forcer au retour et créer le out-in puis de slicer la balle. Donc, c'est vraiment le transfert de poids qui change le poids d'une jambe à l'autre, comme le lanceur fait un transfert de poids pour lancer sa balle. Le golfeur, il fait un transfert de poids vers la jambe avant au retour et ensuite, il réutilise son pendule d'épaule. Donc, pour un élan, en général, on peut même simplifier beaucoup le rythme de l'élan, qui est un pendule arrière avec les épaules, un retour avec le transfert de poids, puis un retour du pendule. Donc, ça fait comme 1, 2, 3. On monte en 1, on transfère en 2, puis on retourne le pendule en 3. Et la frappe de la balle, elle, ça fait au retour du pendule. Un peu comme une balançoire qui revient vers le bas. Elle ne s'arrête pas complètement en bas où est à son maximum. Ça se fait un retour vers l'avant. Donc, le pendule, c'est de l'arrière vers l'avant, mais au milieu ou au bas du pendule, c'est là que nous, l'impact de la balle se fait. Donc, c'est pas une frappe qu'on fait, nous, au golf, c'est un mouvement continu, c'est un fouet. Donc, c'est durant le pendule. Donc, en l'apprenant à petite amplitude, en parlant de putting, en parlant de chipping, en parlant de pitching, on vient à comprendre mieux les concepts de l'élan. Puis, je vous ai parlé quand même de pas mal toutes les étapes de l'élan de golf en parlant d'un coup de 50 verges à peu près. Donc, c'est souvent là que moi, mes correctifs vont s'apporter. Quelqu'un vient me voir, j'ai de la misère avec ma drive, mon swing, je fais du out-in. Ben, ce que je fais, c'est que je raccourcis son élan. Je lui fais comprendre que la base de son élan est peut-être un peu instable. Donc, on fait des correctifs à la base de l'élan. Ça peut être le pendule qui est pas correct, ça peut être le transfert de poids qui est pas assez rapide. Donc, c'est ça qu'on va travailler. Ensuite, augmenter l'amplitude un petit peu en arrière et un petit peu en avant. Ça se fait plus facilement lorsque la base est plus solide, là. Je fais souvent le parallèle avec la construction d'un édifice de 5 étages. Si la base et le solage de la bâtisse n'est pas assez bien pris, c'est pas assez figé, assez solide, même si je fais 2, 3, 4, 5 étages, le 5e va craquer quand même. Donc, c'est de revenir avec la base, puis après ça, d'augmenter la vitesse, augmenter l'amplitude, ça se fait plus facilement. Là. Donc, de là, le principe de travailler la technique de base. Donc, quand on parle de base au golf, c'est pas juste prise, posture, alignement. Oui, la position est super importante, mais elle s'adapte à différents aspects de votre jeu, que vous fassiez du putting ou une drive ou ainsi de suite. Mais le mouvement, si vous voulez travailler votre technique de base du mouvement, faites-la à basse amplitude. Comprenez mieux le mouvement de putting, que c'est seulement les épaules qui vont bouger, pas les mains, pas les bras trop. Les bras vont bouger, mais tout bouge ensemble par une motion de pendule qui se fait plus dans le haut du corps. Et puis après ça, vous l'adaptez aux différents aspects de votre élan, là, que ce soit un élan complet ou un élan plus raccourci. Là, vous prenez toujours ce mouvement-là de base, puis là, vous l'intégrez dans votre swing, puis vous allez voir plus facilement, je pense, on est capable de réussir des coups à ce moment-là. Là. Si je peux me permettre un témoignage, Pierre-Luc, il y a 2 ans, je faisais une entorse lombaire en pleine saison de golf. Ça arrive même au chiro. Oui. Puis quand je me suis sentie assez bien, on veut toujours retourner au jeu le plus rapidement possible. Mais bon, j'ai dit, c'est sûr, je me suis pas élancée à faire un élan complet parce que j'avais encore certaines douleurs. Puis je me suis fait juste à faire un demi-swing, là. Ça allait mieux que quand je faisais mon élan complet. C'est pour dire, comme je jouais plus relax aussi, parce que je voulais pas tout déchirer, là. Mais c'est comme de quoi que de revenir à la base, qu'on dit de vraiment faire le pendule, même tout en douceur, on voit l'efficacité du mouvement. C'est assez impressionnant. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, tant mieux. Est-ce qu'il y avait des questions, Priscilla? Non, pas de nouvelles questions. Pas de nouvelles questions. Merci par contre pour tous ces bons conseils. Bon, excellent. Écoute, Pierre-Luc, je suis impressionnée. Écoute, tu as brisé la glace, puis en plus, tu le fais dans la noirceur totale. Ouais. Et ce qui m'impressionne des pros de golf, c'est que vous nous montrez des fois, vous prenez juste un bras pour faire l'élan, puis vous frappez mieux que nous autres avec nos 2 mains. Ben là, écoute, tu es dans la noirceur totale, puis tu as fait une présentation absolument extraordinaire. Donc, je te félicite de nous avoir donné tous tes trucs et conseils. Tu as mis la lumière sur sur tous ces principes dans la grande noirceur. Oui, c'est ça. Faut savoir s'adapter en espérant que c'est ça que ça peut aider les gens. Si les gens ont des questions après ou veulent passer nous voir ici lorsqu'on sera réouvert, là, parce qu'on l'est un peu
partiellement encore, là, avec toute cette ambiguïté-là qui rôde autour des centres de golf intérieurs. Là. Mais nous aussi, on n'est pas encore réouvert, mais dès qu'on va pouvoir réouvrir le secteur de pratique, ben, on invite les gens à venir, ou que ce soit aller n'importe où ou à l'intérieur pour aller frapper des balles, pour aller travailler sa technique durant l'hiver. Toujours plus, je dirais, facile, entre guillemets, à faire des changements l'hiver. Puis on apporte ça l'été. À ce moment-là, on peut réfléchir à notre cible et laisser notre mouvement, on va dire, naturel faire le travail. Donc, j'invite tout le monde à venir pour poser leurs questions, venir voir. Et sinon, ben, mes coordonnées sont quand même assez accessibles, là, soit Facebook ou courriel. Et puis, envoyez vos questions. Là, mais en espérant que ben, ça va aider les gens à appliquer des petits principes simples. Là, c'est pas seulement en swingant mieux puis en frappant mieux son driver qu'on va mieux jouer au golf. Donc, il y a plein d'autres aspects, là, que ce soit l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect je veux dire équipement, ou bien comment jouer stratégique ses coups, comment faire au lieu de faire son coup de bois 3 qu'on réussit jamais, mais pourquoi on frapperait pas un fer 5 puis un autre coup de fer 5 à la place. Question de... Je pense qu'on a perdu la connexion. Oui, tout à fait. Oui, probablement, c'est ça. Alors, mais j'espère qu'il va nous entendre. En tout cas, je pense qu'au nom de tous, même si peut-être qu'il va se reconnecter, mais je pense que Pierre-Luc, on peut lui lever l'applaudir, parce que vraiment, faire une présentation comme ça demandait certainement une concentration absolument hors pair de parler dans la noirceur. Donc, demain, nous allons avoir une autre présentation de B2 Golf avec Max Beaulieu. Max qui va nous parler du fitting de votre poteur, de mieux fitter votre corps aussi pour bien poter. Donc, ça fait vraiment une continuité extraordinaire avec ce qu'a parlé Pierre-Luc au niveau de faire cette pratique-là déjà sur les coups d'approche. Je vous remercie d'être présent. Je remercie Priscilla aussi, là, qui est vraiment notre œil de lynx pour vous permettre d'être présent à mesure que vous accédez à la plateforme. Sur votre plateforme donc d'inscription, vous allez retrouver les 2 documents de Pierre-Luc, celui sur les distances, évidemment sur les 10 principes de B2 Golf. Donc, vous devriez déjà avoir ça sur votre plateforme d'inscription. Donc, on se disait demain 12h30, on reprend pour le potting et je vous remercie encore d'être là. C'est pour vous qu'on fait ça, puis de vous savoir en si grand nombre, ça nous encourage à continuer dans la bonne direction. Alors, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À bientôt.